Et pour commencer, comment parler d'actualité sans parler de celui qui fait la pluie et le beau temps depuis déjà plusieurs mois? C'est forcément… Monsieur Bayrou. Presque. Ah, vous étiez à ça, hein. Vraiment à on ça. on était pas loin. Donald Trump, on va de l'autre côté de l'Atlantique. Donald Trump et son impact, l'impact plutôt de toutes ses décisions sur les marchés. Alors ça fait plusieurs émissions qu'on parle beaucoup de ça. Il y a un sujet que je me pose surtout, c'est est-ce que vraiment l'Europe et la France c'est fini pour aller chercher de la valeur, de la croissance? Est-ce que vous, en tant que conseiller, vous voyez quand même un peu d'opportunité et un peu d'optimisme en termes de classe d'actifs et de secteurs en Europe? Sur les marchés européens, on va dire qu'il y a un petit regain là, un petit regain là, depuis ce début du mois de janvier. Après, voilà, les facteurs nous laissent à penser que nous, on va éviter notre allocation d'actifs sur ce marché-là. En Europe, bon, on a l'Allemagne qui est en récession, une crise gouvernementale en France, c'est quand même les moteurs de la croissance en Europe. Donc c'est sûr que nous, dans notre allocation, on va rester prudent. Même si l'idée, c'est d'attendre un petit peu pour voir si ça serait bien de se placer pour essayer de jouer le rebond. Mais pour l'instant, ça va pas être… Sur certaines classes d'actifs, par exemple, je me dis, il y a les fonds immobiliers, une exposition à certains pays européens peut être intéressante. On a une politique où on est assez sécuritaire avec l'argent de nos clients. Donc, on va privilégier des fonds en euros boostés, des structurés à capital garanti. Ouais. Et pour tout ce qui va être unité de compte, actions, et notamment monde et États-Unis, là on privilégie la prime périodique. Mais donc vous êtes en train de me dire qu'en finance, il n'y a pas de patriotisme, quoi. Il n'y a pas de patriotisme financier, ça n'existe pas. Il y a un patriotisme sélectif. Quelqu'un qui veut investir en France, on peut l'investir en France. Il aurait fait -3 sur le CAC 40 l'année dernière. Moi, je détiens à titre perso des actions françaises. Bon, bah, j'étais pas hyper content l'année dernière. On se doit, nous, d'expliquer à nos clients où va aller la croissance, où va aller la valorisation des actifs sur le long terme. Mais on doit aussi, effectivement, quand on a des clients qui veulent investir en France ou en Europe, être là pour leur expliquer ce qu'on peut éventuellement faire, mais il ne faut pas s'attendre à très court terme, peut-être à des miracles. En tout cas, tant que M. Bayrou n'aura pas fait tout ce qu'il peut faire dans ce beau pays. Vous savez que peut-être au moment où cette émission sera diffusée, peut-être qu'on aura un budget et que ce et que vous allez un dire, nouveau c'est Premier ministre. Ou peut-être Un nouveau Premier ministre. Il y a un secteur qui est en pleine effervescence depuis la victoire de Donald Trump, c'est la cryptosphère. De plus, alors au-delà des déclarations qu'il a pu faire, il y a aussi tous les acteurs historiques de la finance traditionnelle qui sont arrivés sur les cryptos. Vous, en tant que conseiller, est-ce que ça change la donne pour vous sur la façon dont vous voyez cette classe d'actifs et dont vous pouvez la conseiller à vos clients? On la regarde de plus en plus, la crypto, et c'est une classe d'actifs qui, sur la jeune génération, est très demandée. Dans notre secteur, nous, on a hâte de pouvoir, un jour ou l'autre, on l'espère que l'Europe l'accorde, avoir un ETF sur les crypto-monnaies pour pouvoir la proposer dans une offre assurance vie ou contrat de capi. Le premier client qui, moi, m'a parlé de crypto il y a peut-être 6 ans, je m'en souviendrai toujours, c'était au moment de faire une connaissance client. C'était un ingénieur, donc on balaye ce qu'il a en livret, assurance vie, etc. Et il m'indique avoir 30 000 euros d'Ether. J'étais incapable il y a 6 ans de savoir ce qu'était 30 000 euros d'Ether. Aujourd'hui, maintenant ça va, je suis un peu plus aguerri. Mais je m'étais fait cette devise de me dire que je devais m'informer et m'éduquer sur les cryptos il y a 6 ans. Donc j'ai investi l'équivalent de 4 000 euros en crypto il y a 6 ans. Je suis tombé à 1 200 euros un an plus tard. Je me suis dit c'est de la merde. Et aujourd'hui c'est à 12 000 euros, mais je sais pourquoi. Donc j'ai différentes cryptos, j'ai différentes technologies, j'ai différentes blockchains, différents usages. Oui, donc vous n'êtes pas à 100% Bitcoin. Donc non, et en fait c'est que je pense que notre devoir de conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas par contre tout miser sur les cryptos et qu'il faut investir en crypto un montant qu'on est prêt à perdre. Oui. Et puis c'est un marché de flux, hein. Donc si tu vas à l'inverse des flux, c'est là où tu te plantes. Donc là on voit bien que les flux veulent aller vers la crypto, donc soit tu l'ignores ou soit tu accompagnes le mouvement, mais… on sera de ceux qui vont l'accompagner, mais en essayant d'avoir la pédagogie pour bien le faire, quoi. Alors il y a un mouvement que vous allez peut-être plus subir que vouloir accompagner. Ce sont les baisses dans les SCPI, non pas de prix de part, mais de distribution. Ça y est, on commence à avoir des alertes. On l'a vu chez Primonial, on l'a vu chez La Française, des SCPI qui ont publié donc, leur reporting 2024 et on a vu des dividendes en baisse pour certains de leurs fonds. Est-ce que ça y est, on entre dans la deuxième étape de la crise, c'est-à-dire après les baisses de prix de part qui n'étaient pas forcément matérialisées pour les clients qui restaient dans les fonds, là pour le coup on les frappe au porte-monnaie? Aujourd'hui, une SCPI qui rapporte 4 quand le taux sans risque est à 3%, c'est pas possible. Il faut arriver à libérer du coup du spread et les baisses de prix de part, comme tu l'as indiqué,
doivent permettre d'avoir justement un rendement bien supérieur. Là, effectivement, on a un point qui est inquiétant, c'est que si les rendements baissent malgré le fait que les prix de part baissent, c'est-à-dire que les prix de part baissent ne sont pas terminés et qu'il va falloir à nouveau rebaisser les prix de part pour libérer du rendement et du spread pour qu'il y ait des gens qui investissent sur les SCPI. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a des SCPI où personne ne veut aller et il y a des SCPI où tout le monde veut aller. Et elles ne sont pas du tout dans le même marché. Il y a deux marchés complètement déconnectés. Il y a ceux qui achètent des actifs et qui font du 7, et il y a ceux qui essaient de trouver de la liquidité pour les clients et qui font du 4. Il y a aujourd'hui des personnes qui commencent à s'exprimer. Je pense notamment à Raphaël Oziel de la boutique Déplacement qui interpellait sur LinkedIn les sociétés de gestion en disant peut-être que là, il devrait commencer à faire des efforts, des gestes commerciaux sur les frais de gestion qui sont prélevés annuellement, alors qu'il y a des clients qui sont bloqués dans les files d'attente de sortie des SCPI depuis déjà plusieurs mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vu l'enlisement de la crise, les sociétés de gestion devraient commencer à envisager ce type de gestes commerciaux? Je pense, et puis tu as un truc, moi, qui m'embête, c'est que les sociétés de gestion nous incitent financièrement à collecter sur leur SCPI pour pouvoir aider à trouver de la liquidité. C'est-à-dire que, je ne citerai pas de nom, mais on reçoit des mails, pas tous les jours, mais tous les 2 jours, de sociétés de gestion nous disant « je ne vous paye pas 3, 4, 5, 6, 7, 8 ». Ils augmentent les rémunérations auprès des CGP pour les inciter à les collecter afin de bridger la liquidité pour faire sortir ce qu'ils souhaitent. Donc en fait, les sociétés de gestion, elles ont 2 choses à faire. Arrêter de faire ça, parce que ce n'est pas parce qu'on nous propose plus de REM qu'on va aller bridger leurs soucis de liquidité. Et la deuxième chose, c'est qu'ils assument par effectivement le fait de baisser leurs frais de gestion parce que certaines SCPI ont mal géré leur croissance. Troisième et dernière actu, on n'est pas très loin de l'immobilier, on reste dans le non-coté, ce sont les limitations de sortie sur les fonds non-cotés par les assureurs. On le sait, il y a plusieurs assureurs qui ont mis en place des limitations sur les rachats et sur les sorties. Dernière en date, Generali qui a bloqué pendant 4 ans les rachats partiels et arbitrages de ces fonds non-cotés dans certains contrats d'assurance vie et de PER. Cette dynamique des assureurs, elle vous rassure, elle vous inquiète? Alors nous, on est complètement rassurés et on trouve ça tout à fait normal de bloquer ce type de placement pendant 4 ans. Et c'est peut-être ce qu'auraient dû faire Capimo et GF Pierre à l'époque, qui ont eu des gros soucis de liquidité et ce qui a joué sur la valeur des actifs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des valorisations pour le client final qui sont vraiment dégradées. Donc nous, on trouve ça complètement rassurant. Ça rentre dans la stratégie du private equity. Oui. C'est vrai que 4 ans, finalement, ça paraît limite peu par rapport au Oui. fonctionnement et à la durée d'un cycle d'un fonds de private equity, Oui. par exemple. Je pense que c'est une première étape, c'est-à-dire que la loi Industrie verte, elle est quand même venue dire aux assureurs, mettez et donnez accès à plus de private equity dans vos enveloppes assurantielles. Donc les assureurs s'exécutent. On commençait à s'exécuter en tâtant un peu le terrain. Donc là, on est dans le deuxième tâtonnement. C'est que moi, je trouvais ça quand même assez dingue de pouvoir faire du private equity une semaine et l'arbitrer la semaine d'après, parce que ça ne me plaisait plus. Et ça va forcer aussi les cabinets de gestion de patrimoine d'expliquer pourquoi c'est bloqué 4 ans. Puisque avant, on pouvait placer n'importe quel client. On avait un SRI 3/7 qui correspondait généralement à un profil moyen client. Là, il va y avoir de la pédagogie sur pourquoi 4 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment c'est fait? Merci messieurs, c'était les 3 actus, vos 3 actus à vous. Merci pour votre décryptage.